n'ai pas en fait bien compris si je devais conclure en résumant ce qui s'est passé ou résumer pour conclure, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et ça, c'est de la faute des organisateurs parce que le programme a été tellement riche, tellement foisonnant, et les intervenants, j'ai trouvé vraiment remarquables, fait que c'est très difficile de vouloir trouver un fil conducteur. Alors, je vais quand même m'en tenir au titre, qui est l'innovation inversée, et qui a traversé tous les 2 jours de ces réunions vraiment remarquables. Alors, en fait, c'est pas l'innovation inversée, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Depuis il y a 1000 ans, il y avait déjà le canon de la médecine d'Avicenne qui a irrigué tous les pays, toute l'Europe. Bien avant le XVIIIe siècle, il y avait la variolisation, c'est déjà en Chine à partir des années à peu près les années 1000. La médecine traditionnelle chinoise, elle a irrigué aussi de notre pharmacopée, sans parler de l'artémisinine, qui accessoirement a quand même donné lieu à un prix Nobel. Donc l'innovation inversée, c'est une chose qui est déjà ancienne. Et néanmoins, donc, il y a eu, ceci est dû au fait que tout ça a été un peu oublié parce que le paradigme de l'histoire récente, ça a été de considérer que les idées, l'innovation dans les systèmes de santé, dans les technologies, ça venait des pays développés et puis qu'après, ça pouvait diffuser dans le reste du monde. Simplement, aujourd'hui, les choses ont changé et elles changent très vite parce que les coûts de la médecine qui explosent, les impasses qui apparaissent dans les pays riches si on ne veut pas qu'il y ait des inégalités marquantes et si on veut que tout le monde ait droit à une médecine de qualité, eh bien dans ce contexte de contraintes économiques, voire d'austérité, on a pensé que de se tourner finalement vers des initiatives technologiques, mais surtout organisationnelles, qui viennent des pays du Sud, était quand même quelque chose d'extrêmement important, ce qui a donné lieu à ce qu'on a appelé l'Innovation Blowback en 2005, la Reverse Innovation en 2009, avec ce qu'on a vu aussi ici, les Frugal and Disruptive Innovation. Et on peut se poser la question, est-ce que pour la médecine du futur, on doit bien ne pas oublier ces initiatives qui associent à la fois des choses originales dans les politiques de santé, dans les technologies, mais surtout, et on l'a bien vu aujourd'hui, hier aussi, les formations des personnels médicaux, paramédicaux, et, il ne faut pas l'oublier, l'information du public, puisque rien ne sera possible sans l'acceptabilité du public, qui devient aussi une chose de plus en plus compliquée. Alors, ceci donc correspond effectivement aux 6 composantes du système de santé de l'OMS qui a été discuté hier matin. Et l'intérêt de ce colloque, je crois, de ce qu'ont choisi les organisateurs, c'est d'étudier cette innovation inversée à travers 3 défis majeurs, les déserts médicaux, l'optimisation des coûts de la santé et les nouveaux rôles pour les professionnels de santé. D'autres aspects auraient pu être plus développés, comme les technologies, mais ils ont été quand même. Et on l'a vu, notamment, que les présentations qui sont venues du Brésil, du Sénégal, des Philippines, du Maroc, qui ont montré des applications tout à fait remarquables et qui ont été rendues possibles notamment par la généralisation des smartphones dans des pays qui sont passés directement de l'absence de téléphone au smartphone, et avec l'abaissement des coûts, des choses qui étaient totalement impossibles il y a encore très peu de temps sont devenues possibles, et on a vu des exemples magnifiques hier et aujourd'hui. Donc l'informatique, le smartphone, la tablette, ça permet aujourd'hui de développer des applications très innovantes qui permettent de cibler de larges populations à des coûts minimes, et on a vu aussi des exemples
de pays d'Afrique, par exemple, montrant des applications qu'on a du mal à mettre en place aujourd'hui, ou 15 ans après, on a toujours du mal à avoir un dossier partagé. Donc on a vu tous ces exemples remarquables hier, avec la téléconsultation au Brésil, la remarquable présentation sur la prévention du diabète au Sénégal, l'utilisation de camions médicalisés pour remédier aux déserts médicaux au Maroc ou le manque de radiologues aux Philippines. La table ronde sur les moyens de lever les blocages aux mutations pour lutter contre les déserts médicaux en France a illustré parfaitement le fait que si on veut utiliser les apports de l'innovation venus des pays du Sud dans nos systèmes de santé, il faut faire autre chose qu'une simple réorganisation d'un système de soins qui est fragmenté et que, comme ça a été dit, notre histoire, notre culture, finalement, ont rendu aujourd'hui peu efficace. Mais ce n'est pas un problème français, contrairement à on a pu croire avec ce qui a été dit hier. En fait, si on lit les publications internationales, et notamment, par exemple, anglo-saxonnes et britanniques, on s'aperçoit que c'est un problème qu'on retrouve partout dans nos pays dits développés. Et donc, on a véritablement des leçons à tirer de cette innovation inversée, et je reviendrai là-dessus dans un instant. Alors, on l'a vu aujourd'hui avec des exemples remarquables d'innovation frugale en santé venus d'Inde, de Chine, d'Afrique du Sud. On a vu que l'innovation développée dans ces pays, dans les pays dits en voie de développement ou émergents, plutôt émergents, ou qui sont d'ailleurs quasiment émergés, cette innovation, elle peut toucher des technologies qui sont complexes, comme les prothèses. On a eu la chirurgie cardiaque, encore plus complexe. Et l'exemple de ce matin des interventions de la cataracte au Népal a été particulièrement édifiant. Alors pourquoi? Parce que toutes ces procédures, elles sont particulièrement fiables, avec des coûts minimisés. La fiabilité, c'est quelque chose de très important, parce qu'on a tendance à dire que oui, mais il y a des coûts minimes, mais c'est quand même borderline. Non, c'est des procédures qui sont parfaitement fiables parce que, on l'a vu, il y a une standardisation des process qui est de type industriel, avec une efficacité opérationnelle qui est absolument remarquable. Et il est certain que les conditions de la réussite doivent être mises en jeu, non pas une par une, mais toutes ensemble. Et c'est ça la difficulté d'importer cette innovation inversée. Parce qu'il faut qu'il y ait à la fois l'expertise et la qualité des intervenants. On a souligné ce matin l'expertise des chirurgiens cardiaques du réseau chinois et des chirurgiens de la cataracte au Népal. Ensuite, il faut que les indications, au sens général, pas seulement les indications médicales, mais les indications globales de la procédure, soient parfaitement posées. Il faut choisir les technologies les plus adaptées, les plus adaptées, les mieux validées, et pas uniquement les technologies les plus high-tech qu'on aurait envie de voir dans son propre service. Il faut surtout, et c'est là que les difficultés commencent, que toutes ces étapes soient parfaitement intégrées. Et on a souligné qu'il faut qu'il y ait un changement d'attitude des équipes qui participent. Là aussi, j'y reviendrai dans un instant. Et enfin, il faut qu'il y ait une acceptabilité sociale, sinon tout ça est voué à l'échec. Donc, on l'a vu aujourd'hui que cette innovation inversée présente en fait les mêmes difficultés que celles de la médecine du futur. J'ai écrit un rapport récemment sur la médecine du futur. On retrouve les mêmes difficultés parce qu'elle nécessite, notre innovation venant de chez nous, les mêmes standards en fait d'efficacité, de sécurité et obligatoirement de coûts réduits. Elle nécessite que tout le monde puisse travailler ensemble, aussi bien les professionnels de santé, les médecins, les paramédicaux, tous les accompagnateurs de santé. Mais encore une fois, cette acceptabilité, et on l'avait souligné dans notre rapport,
elle ne se fera pas sans l'acceptabilité des malades et l'acceptabilité des familles à qui on voudrait l'imposer. Alors pour aller au-delà des exemples réussis et très inspirants que l'on a vu se développer rapidement, notamment en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, avec les exemples du Brésil, est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui que l'innovation inversée va catalyser une politique de santé dans le monde bien meilleure que celle que nous connaissons aujourd'hui? Et c'est ça la question, je crois, qui est posée par ce colloque. Alors, en dehors des bienfaits évidents dans les pays d'origine, c'est le cas évidemment de la cataracte au Népal, c'est un bien pour eux d'avoir ce type de procédure qui a été mis en place. Est-ce que ce transfert peut s'accomplir dans les pays dits riches? Pour que ce transfert se fasse, il faut d'abord qu'il y ait un changement de gouvernance, une gouvernance de type nouveau. Et encore une fois, ce que je dis là, ce n'est pas du tout pour la France. Quand on lit la littérature, on retrouve la même chose dans tous les pays européens ou américains. Donc il faut, et on l'a bien vu d'ailleurs avec l'expérience aujourd'hui, cet après-midi, du Community Center, dont je dirai aussi un mot. Donc, il faut qu'il y ait une gouvernance d'un type nouveau, gouvernance médicale au sens large, évidemment, et qui soit surtout partagée avec une cohésion qui soit très forte et un engagement du public tout aussi fort. Et la cohésion, il y a eu des critiques hier sur le manque de cohésion en France, mais il y a le même dans un grand hôpital américain, il y a aussi les conflits, la répartition des tâches, la séparation, etc. Donc il faut aussi donc vaincre le scepticisme de tous ceux qui sont en théorie pour le changement, mais en pratique qu'ils défendent pour d'autres. Chacun, on l'a fait, en défendant chacun sa sous-section au CNU, etc. Donc je ne veux pas jeter la pierre à quiconque. Mais l'inertie, elle n'est donc pas simplement institutionnelle, comme on a pu le dire. Il y a une inertie à tous les niveaux. Et il se trouve que, évidemment, dans les pays dits développés, les infrastructures sont évidemment plus anciennes, il y a une centralisation, il y a une tradition hiérarchique, hospitalière, et qui sont tout à l'opposé des exemples du fonctionnement de certains réseaux hospitaliers, comme les réseaux indiens, par exemple, qui se sont développés et qui ont au contraire une politique participative, une politique de décentralisation des décisions, mais auquel tout le monde doit adhérer. Et ces responsabilités dans le quotidien, elles associent aussi bien l'employé des admissions que le médecin, et tous étant parfaitement entraînés aux actes qu'ils doivent faire. Et le résultat, c'est évidemment là une efficacité opérationnelle élevée et des coûts évidemment beaucoup plus faibles, grâce à une plus grande intégration, à une continuité des services. J'ai pas pu être là hier matin parce que j'étais à Bichat. Le nombre d'allers-retours entre les admissions, le chef de service, etc., fait que tout ceci peut être quand même le contraire de ce qui se passe dans des réseaux très intégrés comme certains réseaux indiens. Alors ce changement d'attitude, me semble-t-il, ça ne peut pas se faire simplement en lisant la littérature sur le sujet, la littérature qui d'ailleurs n'est pas encore considérable, mais ce n'est pas suffisant. Ça demande vraiment une connaissance approfondie des pratiques, à la fois des pays où émerge cette innovation dans les pays en voie de développement et ce qui se passe dans nos pays occidentaux. Et ces gens qui ont cette double compétence, il n'y en a pas encore beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire évidemment que le transfert de cette innovation des pays émergents vers les pays riches ne puisse passer. On a eu ce magnifique exemple du Community Center, où il y a eu, vu tout à l'heure, où il y a eu le transfert de pratiques à Haïti vers Boston, puis Los Angeles, qui est un exemple véritablement directement d'innovation inversée d'une pratique organisationnelle au service d'une population pauvre. Alors, l'approche de l'innovation inversée
C'est certainement une opportunité sur laquelle il faut réfléchir pour une meilleure allocation des ressources, pour une intégration des pratiques fragmentées, isolées les unes des autres. Et l'innovation inversée en matière de politique de santé, de parcours de soins, amène aussi à se reposer des questions qui ne se résument pas, je l'ai déjà dit, à une simple réorganisation de la gouvernance d'une structure médicale. C'est l'acquisition de nouvelles attitudes, de nouveaux standards. Le management, le style de conduite de certains hôpitaux indiens est en tout point semblable aux standards les plus élevés en matière de fiabilité et en matière de sécurité. Nous avons donc beaucoup à apprendre de ces pays et l'innovation inversée pour être plus efficace dans l'utilisation des équipements, des infrastructures, devrait permettre d'optimiser les processus cliniques et la productivité par, ça a été mis là, on a parlé de délégation de tâches, ce n'est pas tout à fait la même délégation de tâches que celle qui est écrite au journal officiel, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est de façon, cette délégation de tâches ou transfert de tâches, c'est quelque chose qui sert à unir tout ce que les anglo-saxons appellent les stakeholders au sens général. C'est-à-dire d'avoir que tout le monde ait une vision partagée et une confiance basée, et je crois que c'est ça le mot essentiel, sur une confiance réciproque. L'essentiel pour que ça marche, qu'on puisse adapter des changements qui sont quand même majeurs, c'est qu'il faut qu'il y ait une confiance réciproque. Et c'est là la grande leçon que nous ont apportée aujourd'hui nos collègues du Sud, et c'est évidemment plus difficile à faire qu'à dire dans nos structures de soins actuelles, et on l'a vu encore dans les tables rondes hier et cet après-midi. Et le dernier point que je voudrais souligner dans ce qui a été dit sur cette innovation inversée, c'est l'aspect technologique. On l'a vu, hein, l'innovation dans les dispositifs médicaux, notamment, encore une fois, rendue possible grâce aux smartphones, à l'informatique, etc., mais les systèmes connectés qui sont maintenant rendus possibles, ça permet le développement de choses qui étaient, encore une fois, tout à fait impossibles il y a très peu de temps et à des coûts remarquablement bas. Alors ça peut être la source d'énormes développements industriels dans les pays du Sud, et on peut en bénéficier. En fait, il ne faut quand même pas oublier que les multinationales ne s'y sont pas trompées. Hein. D'ailleurs, il y a l'exemple de L'Oréal, mais aussi de General Electric, hein, qui a fait son échographe il y a déjà bien longtemps, hein, et qui l'a ensuite diffusé, en multipliant les prix, hein, dans les pays dits riches. Donc, cet aspect industriel, technologique, est aussi quelque chose qui est très important, même si les aspects organisationnels, qui ont été quand même le point important aujourd'hui, sont la base de tout. Donc, pour conclure, ça veut dire que l'innovation inversée dans des systèmes de santé qui sont aujourd'hui globalisés, ce qui n'était pas le cas encore il y a 20 ans. Cette innovation inversée, c'est en fait un flux d'innovation globale, mais un flux finalement bidirectionnel. Et c'est ça véritablement ce qu'on peut appeler le Global Health, dont on parle dans de nombreux congrès dans le monde. Donc je voudrais terminer là-dessus et je voudrais surtout remercier encore tous ceux qui sont venus, souvent loin, et qui nous ont permis de nous ouvrir à des concepts qui sont nouveaux parce qu'on ne parle pas beaucoup de l'innovation inversée encore en France. Et bien entendu, merci à la Fondation de l'Académie de médecine qui nous a permis de tenir ce colloque dans des conditions absolument parfaites. Et je crois que tout le monde tient à les remercier. Et son président va nous dire quelques mots avant de nous séparer. Je vous remercie.